Voilà, on se retrouve donc dans cette deuxième partie du Libre Journal du jeudi. Donc nous avons parlé de l'affaire Boulin et de Elio Darmon qui a échappé de peu à la mort le vendredi 29 août 2025. Et maintenant nous passons à un thème plus politique et plus social évidemment, c'est la manifestation du 10 septembre, la semaine prochaine, que j'ai intitulée « Bloquer tout ». Pour tout débloquer. Pourquoi ? Parce que il semblerait que les turiféraires du bloquer tout, c'est-à-dire globalement de la France insoumise et de Mélenchon, c'est de tout bloquer, mais ce qui se passe après, on verra bien. Ça n'a pas d'importance capitale. Bon, or, ce qui est important, c'est que il faut bloquer, mais pour tout débloquer ensuite sur le plan social, sur le plan gouvernemental, sur le plan sociétal, sur le plan économique, etc., pour essayer de recréer les conditions sur les retraites, sur les jours fériés, sur le travail, sur les super riches, sur ces grandes questions sociales qui préoccupent la France et les Français, de mettre un petit peu d'ordre et de cesser ce désordre social qui est en train de créer une casse sociale épouvantable dans notre pays. Alors j'ai invité pour en parler Pierre Le Vigan, philosophe, auteur du Coma français et d'un autre livre qui s'intitule Le Grand Empêchement, comment le libéralisme entrave les peuples. C'est deux livres qui sont parus aux éditions Perspectives Libres. Vous avez publié également un livre récemment sur Plus moche la ville, qui a été publié également, je crois toujours, alors la Barque d'Or ou À la Barque d'Or. à la Barque d'Or. Alors c'est une maison d'édition différente. Et puis nous avons également Jean-Philippe Chauvin, professeur d'histoire en lycée public, membre du bureau politique d'Action française et du groupe d'action royaliste, collaborateur au bien commun. Vous étiez, Jean-Philippe Chauvin, à l'époque des Gilets jaunes, un des manifestants, un des initiateurs, un des activistes qui, en Bretagne notamment, vous êtes mobilisé pour justement essayer de faire en sorte que les Gilets jaunes gagnent la partie, et puis malheureusement, on sait comment ça s'est terminé, mais vous connaissez un peu l'expérience du terrain, et vous avez l'habitude, en plus de manifester au sein de l'Action française et dans votre groupe royaliste, vis-à-vis des Bretons et vis-à-vis de la Bretagne elle-même. Et dans la région parisienne, du côté des Yvelines aussi, évidemment, où je travaille. Ouais, vous n'en êtes pas très loin. Alors, également, Rodolphe Carte, journaliste à Éléments et contributeur au Front Populaire. Il est notamment l'auteur du livre Georges Sorel, le révolutionnaire conservateur, aux éditions de la Nouvelle Librairie, paru en 2023. Et puis, je citerai à la fin un certain nombre d'autres livres, revues, etc., qui tournent autour de la question sociale et qui est liée à la manifestation qui va avoir lieu la semaine prochaine. J'ai envie de tenter de poser quand même la première question entre Carte. Est-ce que Sorel et le syndicalisme révolutionnaire qui appelait à la grève générale, etc., sont-ils, à votre avis, en phase avec le mouvement social actuel ? Si c'est le cas, y a-t-il une récup de la part de la France insoumise ? Et est-ce que ce sont des thèmes qui sont familiers à la France insoumise ? Ou est-ce qu'à votre avis, c'est une récup et il n'y a absolument pas de consonance possible entre le syndicalisme révolutionnaire et Sorel d'un côté et des gauchistes de la France insoumise de l'autre ? Oui, alors pour revenir sur le cas de Georges Sorel, c'est vrai que c'est un penseur intéressant parce qu'il est à cheval sur 2 siècles, sur le 19e et sur le 20e. Et c'est vrai qu'on voit de nombreux parallèles, en tout cas, se dessiner de plus en plus entre le 19e et le 20e siècle, enfin en tout cas notre époque j'ai envie de dire, parce que j'ai pour tendance de dire que le contrat sur lequel se sont construites les nations au 19e siècle, un contrat tacite, si vous le voulez, aujourd'hui est en crise sur tous les points. Prenez par exemple la notion de peuple civique qui, à l'époque, au XIXe siècle, correspondait à la notion de peuple ethnique. Les gens n'avaient pas besoin de l'intérioriser, mais ça allait d'eux-mêmes. Là, j'ai envie de dire, on connaît tous aujourd'hui les changements démographiques que connaissent notamment nos nations d'Europe de l'Ouest. Donc là, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que vous savez, le XIXe siècle, c'est aussi le grand moment, le grand renversement des élites, les anciennes élites nobiliaires qui vont se faire remplacer par les élites bourgeoise, c'est la montée de la bourgeoisie avec bien évidemment Louis-Philippe, Napoléon III, etc., etc. Et aujourd'hui, on voit que justement que cette élite à l'époque au XIXe siècle qui se fonde sur la notion de mérite et de travail est aussi remise en cause parce qu'aujourd'hui, on voit plutôt des logiques oligarchiques, népotique justement d'une bourgeoisie qui se maintient dans son petit vase clos. Et si vous pouvez quand même recentrer un tout petit peu la question, est-ce qu'à votre avis, Sorel, Mélenchon, même combat, y a-t-il quelque chose qui les
qui les conduit à être l'un et l'autre en consonance, ou au contraire, est-ce qu'il vous paraît qu'il y a d'un côté un agitateur de la gauche extrême, avec tout le talent qu'on lui connaît, mais qui a aussi les impasses et les critiques qu'on peut formuler à son égard au sein de son mouvement La France Insoumise. Est-ce que vous croyez que Sorel et le syndicalisme révolutionnaire peuvent avoir un écho dans cette manifestation-là? En tout cas, ce qui est vraiment intéressant au niveau de la gauche, ou en tout cas on va dire de la gauche révolutionnaire actuelle, c'est qu'elle a actualisé son logiciel d'action révolutionnaire, justement. Si à l'époque de Sorel, donc à l'époque du syndicalisme révolutionnaire, l'action justement révolutionnaire passait par la prise d'usine, parce qu'à l'époque le patron vivait au-dessus des ouvriers, si je puis dire, ou parfois même dans un rayon en tout cas assez proche, donc il y avait vraiment une capacité de faire une action physique directe. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, bien évidemment, avec les délocalisations, le fait que les chaînes de production soient complètement démantelées, qu'on n'ait plus des gros sites urbains comme par exemple Renault, etc., qu'aujourd'hui, le modèle de l'action révolutionnaire a dû être repensé. Et la gauche, il ne faut absolument pas, à mon avis, la sous-estimer là-dessus, à penser cette actualisation. Et aujourd'hui, au lieu d'avoir une occupation de l'usine, on va plutôt avoir une occupation des réseaux, là où se passent les flux. Et d'ailleurs, dans des pays comme le nôtre, où on a connu une désindustrialisation en masse, on voit aujourd'hui, notamment grâce aux travaux de Jérôme Fourquet, qu'on est plutôt sur une logique de flux avec les grands sangles logistiques tels Amazon. Et on voit qu'aujourd'hui, toute une partie de l'extrême gauche, je pense notamment au Comité Invisible. Le Comité Invisible, peut-être que vous en souvenez, c'était les actions contre les TGV. Et même, on a eu une réactualisation de l'action contre les TGV, peut-être que vous en souvenez, au moment des JO 2024 à Paris, on a eu des actions contre les TGV, justement, pour couper les lignes. Et aujourd'hui, on voit que... Il faut dire pourquoi. Oui. Parce que quand on dit ça, en général, on est stigmatisé et on est incompris. C'est aussi dans le cadre d'une critique de la société technicienne, de la société marchande productiviste et du tout route contre le tout rail, d'une certaine façon. Est-ce que cette manifestation la semaine prochaine, est-ce qu'elle va, à votre avis, avorter dans ses conséquences sociales qui sont les siennes et les revendications qui sont les siennes, si elle est récupérée complètement par Jean-Luc Mélenchon et par la France Insoumise, ou est-ce que vous croyez qu'il y a une possibilité pour un certain nombre d'individus venant du Rassemblement national ou autre, sachant que Marine Le Pen a dit qu'elle ne serait pas dans la manifestation, elle fait un peu le coup d'il y a 10 ans, au moment du mariage pour tous, où elle avait refusé d'aller manifester, et où elle avait dit, maintenant chacun peut faire ce qu'il veut, il peut aller manifester ou pas manifester comme moi, et là elle se retire, on ne sait pas, il y aura peut-être des noyautages, des infiltrations d'éléments nationaux ou autres au sein de cette manifestation, mais vous croyez qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant sur le plan social? C'est ça la vraie question. En tout cas, au niveau des noyautages, du côté de la gauche politique type Mélenchon ou de l'extrême gauche, les noyautages sont déjà faits. Moi, j'ai eu des retours du terrain de groupes militants via Telegram où on sait que les boucles, là où on peut faire une certaine revendication des choses qu'on veut mettre en avant, on voit que toutes les revendications, disons, du camp national, comme par exemple sur l'immigration, ce genre de choses, sont immédiatement bloquées. Immédiatement, des censeurs qui sont bien évidemment des agents d'extrême gauche sous cap, si je puis dire, essayent d'ostraciser directement les éléments, on va dire, nationaux. Et d'ailleurs, moi qui participais aussi aux Gilets jaunes, et vous avez mentionné nos travaux en cours, et c'est vrai que d'ici un mois, je sors un livre, une biographie intellectuelle de Mélenchon, critique bien évidemment, mais là où j'ai vraiment analysé la pensée profonde, il est évident que les groupes d'extrême gauche ont déjà noyauté. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il faut rejeter bien évidemment le mouvement, il faut plutôt l'analyser et voir ce qu'il y a d'intéressant à en tirer. Mais en tout cas, oui, eux ont vraiment mis la main basse sur ces groupes. Et d'ailleurs, par exemple, en plus des revendications sociales que vous avez mentionnées, qui sont tout à fait légitimes, comme par hasard, va s'adjoindre, par exemple, la défense de la Palestine. Qu'importe l'avis qu'on peut avoir, mais il y a vraiment une volonté aussi, là peut-être pour finir, de faire advenir cette jonction avec les banlieues. Parce que c'est malheureux que la cause palestinienne, qui est une cause à laquelle on peut quand même souscrire et qui nous paraît parfois justifiée dans ce qui se passe notamment à Gaza aujourd'hui, soit de mèche avec la question sociale intérieure à la France et que les cosmopolites, Mélenchon et etc., immigrationnistes, fassent en sorte de conjuguer en quelque sorte immigration
Libanon, Palestine, islam, etc., pour pouvoir s'approprier une clientèle électorale qui va leur permettre évidemment de faire des scores électoraux dans les banlieues ou ailleurs forts. Disons que, pour caricaturer, si on veut parler au peuple populaire, au bloc populaire national, dit de souche ou peuple historique, canal, Rassemblement national, il faut à la fois pointer du doigt le banquier et l'immigré, pour caricaturer. Or, aujourd'hui, on voit que le populisme, cette volonté de refonte du populisme de Mélenchon, qu'il avait esquissé en 2017, vous vous en souvenez peut-être, c'est toujours de montrer du doigt le banquier. Donc là, on est dans un thème transversal à la fois qui peut parler, voilà, exactement, gauche-droite, mais c'est de lui adjoindre la cause palestinienne, les causes LGBT. Donc, enfin, voyez... toutes les causes, d'ailleurs, la cause palestinienne, la cause musulmane et la cause LGBT, comme quoi on peut défendre le Hamas d'un côté et les LGBT de l'autre. Comme si, par exemple, le Hamas pouvait, dans les territoires occupés par Israël, être favorable aux LGBT. À mon avis, vous voyez, les LGBT en Palestine, ils ne seraient pas très bienvenus. Hein. Donc, il faudrait quand même qu'ils mettent un peu d'ordre dans leur cohérence de discours. Les gens de la France insoumise ne sont pas tout à fait dans la cohérence la plus totale. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que là, on arrive à un moment de crise. Moi qui suis un 19e-iste, j'aime beaucoup ce siècle, pour tout vous avouer. C'est vrai qu'on retrouve un peu des logiques comme en 1848, où on voit que ça bouge, on voit qu'il y a une république opportuniste. Donc là, on est plutôt dans la fin du 19e siècle. On a un bloc central qui n'a plus de majorité, mais qui arrive à se maintenir. Et on voit qu'on a une contestation qui arrive. À l'époque, c'était le général Boulanger qui avait récupéré cette contestation populaire en faisant justement cette jonction de l'extrême gauche et de l'extrême droite via Clémenceau et des figures comme Barrès. Et on voit qu'aujourd'hui, on a une tentative de récupérer ce mouvement populiste. Moi, je l'espère dans le camp national, mais malheureusement, on voit qu'aussi la dérive gauchiste essaye de le récupérer. Alors avec justement, Jean-Philippe Chauvin et Pierre Le Vigan, on va redescendre un peu par rapport à tout ce que nous venons de dire, qui est à la fois théorique et pratique, mais qui s'inscrit quand même dans une logique de dynamique intellectuelle et politique et sociale. Question qui paraît un peu... qui soulève pas l'enthousiasme, disons. Est-ce qu'à votre avis, lundi, François Bayrou va obtenir la confiance, ou est-ce qu'à votre avis, c'est cuit pour lui ? Il me semble que c'est plutôt cuit pour lui. Je sais qu'on ne doit pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais enfin là, il semble quand même bien estourbi. Donc je pense que François Bayrou va faire son pot de départ le 8 septembre. Je pense qu'il a espéré justement faire un coup, comme on dit, pour casser le mouvement du 10 septembre. Alors, est-ce que ça peut le remotiver, remettre de l'huile sur le feu, ou au contraire, est-ce que ça peut... On dit que ça devrait, a priori, ajouter des voix à Mélenchon 2 jours après. Ça devrait réactiver Mélenchon dans la dynamique qui est la sienne. Alors, moi je pense que de toute façon, Mélenchon est dans une stratégie qui est finalement une stratégie de la rue plutôt que de l'urne. Il n'a pas du tout envie d'une dissolution, il a plutôt envie de tenir la rue, de tenir les universités ou les lycées. Et il y a une chose qui est quand même très intéressante, il se trouve que je suis professeur et que je suis évidemment aussi beaucoup les universités, même si je n'enseigne qu'en lycée. Et dès mardi, par exemple, dans un certain nombre d'universités, comme à Rennes, il y avait des assemblées générales justement autour du bloc tout. Il est évident que ces assemblées générales étaient extrêmement tenues par l'Union pirate, par des tas de choses comme cela, des groupuscules ou des groupements tenus par Louis Boyard, qui est un petit peu l'apparatchik en chef d'une certaine manière. Mais il y a là une conjonction importante. C'est à gauche. Oui, très à gauche. Oui. Et en fait, ils espèrent une chose, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes au début septembre. C'est assez inédit qu'il y ait un mouvement aussi tôt, et ça libère d'une certaine manière un certain nombre d'énergies lycéennes qui se disent il n'y a pas encore de contrôle, il n'y a pas encore d'examen. Encore plus pour les énergies universitaires. Pendant très longtemps, un certain nombre de mouvements de gauche ou d'extrême gauche ont buté sur le moment des examens, sur le moment des concours, sur le moment, je dirais, où il fallait passer véritablement le cap pour passer dans l'année suivante, pour faire autre chose. Or là, si ce mouvement, ils espèrent que ce mouvement va prendre, parce qu'ils espèrent rebondir en plus sur le 18 qui est la journée intersyndicale, il y a une possibilité pour quelques universités de donner l'impression d'un blocage, je dirais non pas du pays, mais en tout cas du pays universitaire. Pierre Le Vigan, on voit bien que la situation est inextricable. D'un côté,
On sait que François Bayrou ne devrait pas obtenir la confiance lundi. Mercredi, une manifestation où la France insoumise jouera un rôle de toute façon important, très important. D'un autre côté, je l'ai dit tout à l'heure, mais des questions d'invention sociale sur la remise en cause du système capitaliste, turbo-capitaliste, sur les questions de la retraite, sur la question des jours fériés, sur la question des super riches, ponctionnés ou pas ponctionnés, exonérés ou pas exonérés. Comment arriver à pouvoir convaincre, je dirais, nos auditeurs d'aller se rendre à une manifestation en étant hostile à la France insoumise, mais en accord avec les thèmes que je viens de citer. À votre avis, est-ce qu'il y a aujourd'hui un espace autonome ? Je répondrai en observateur, je ne suis pas militant. Première remarque, c'est le thème « tout bloqué » est un peu paradoxal, parce que la France est déjà bloquée. La porte du libre-échange est bloquée, mais malheureusement, elle est bloquée en position grande ouverte. La porte de l'immigration est bloquée, mais c'est en position grande ouverte. Donc, j'aimerais bien effectivement qu'on débloque un certain nombre de choses, et dans certains cas, qu'on referme un certain nombre de portes qui sont excessivement ouvertes depuis beaucoup trop longtemps. Mais au-delà de ça, je pense que, bon, dans les gens de ce mouvement, il y a certainement des gens sincères. Beaucoup de choses nous permettent de penser que la France insoumise est quand même beaucoup à la manœuvre et qu'un certain nombre de gens sincères et, entre guillemets, je ne dirais pas apolitiques, parce qu'une manifestation c'est toujours politique, mais transpolitiques, vont se trouver en quelque sorte pris en main, instrumentalisés par la France insoumise, qui n'est pas forcément dans tous les cas leur tasse de thé. On ne peut évidemment pas faire un bilan de quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, ce qui serait tout de même paradoxal. Comme disait Woody Allen, il est difficile de faire des prévisions, surtout quand elles concernent l'avenir. Toutefois, il y a eu un certain nombre de travaux d'enquête qui montrent d'ores et déjà que ce mouvement, dont l'ampleur n'est pas forcément évaluée à beaucoup plus de 100 000 manifestants possibles, mais ça, on le verra. On aura peut-être une surprise dans un sens ou dans un autre. En tout état de cause, ce mouvement, a priori, ne se recoupe pas du tout avec ce qu'a été les Gilets jaunes. Disons, se recoupe que très minoritairement. Bien sûr, il y a toujours une part de recoupement, mais il n'y a que 25% des gens qui envisagent de participer au mouvement du 10 septembre qui auraient été liés d'une façon ou d'une autre au mouvement Gilets jaunes. Donc ça apparaît quand même un mouvement très différent. Et ce qui le confirme, d'après un certain nombre d'études, c'est que ce mouvement du 10 septembre est beaucoup plus urbain que le mouvement des Gilets jaunes, qui concernait la province au sens large, c'est-à-dire y compris les petites villes, y compris des villes moyennes, mais pas les grandes villes. Donc ça, c'est un mouvement beaucoup plus urbain, au sens de métropolitain, et donc sociologiquement quand même assez différent. Ensuite, il y a un certain nombre de choses dites par la France insoumise qui sont à prendre en compte. L'un de leurs députés, par exemple, a expliqué récemment que les émeutes consécutives à Naël, l'affaire Naël, qui ont consisté à faire plus d'1 milliard de dégâts en incendiant des médiathèques, des terrains de sport, des écoles, etc., c'est-à-dire des équipements publics, ces émeutes étaient dans la continuité des émeutes de la Révolution française. Et donc, c'est quelque chose qui l'approuve totalement. C'est-à-dire que pour un certain nombre de gens de la France insoumise, le modèle d'un mouvement social, c'est Naël. En fait, c'est la naëlisation des mouvements sociaux. Alors, une chose me paraît extrêmement claire. Je connais bien notamment la France périphérique et les milieux populaires de la France périphérique. Ils ne veulent absolument pas de la bordélisation. Donc, tous ces mouvements, tous ces gens de la France périphérique ne sont pas en soi hostiles à un mouvement social, à condition que ça soit un vrai mouvement social et non pas des manifestations accompagnées de pillages des hypermarchés. Et surtout, ils ne veulent pas du chaos, ce que veut en fait la France périphérique, pour le dire de manière entre guillemets robuste, c'est une expression qu'aime bien Macron. Eh bien, les gens de la France périphérique veulent tout simplement un ordre nouveau.
Les gens veulent un ordre nouveau. Ils ne veulent... Alors, on peut appeler ça une révolution, mais c'est une révolution... c'est une renaissance ou c'est une révolution conservatrice, mais ce n'est pas une révolution de la destruction. Les gens ne veulent pas le chaos pour le chaos. En tout cas, évidemment, les pilleurs, si, mais la masse des gens, les travailleurs, la masse des gens respectables en tout état de cause, ne veulent pas le chaos pour le chaos. Donc ça, c'est une chose extrêmement claire. Et deuxième remarque que je ferais, c'est que ces manifestations qui seront peut-être naélisées, sont une aubaine pour Macron. Parce qu'elles vont peut-être lui permettre d'activer l'article 16, hein, et elles vont être un prétexte pour que le parti de l'ordre... le parti de l'ordre bourgeois, le parti de l'ordre bourgeois, bien entendu, oui. se rallie à Macron. Donc ça peut être extrêmement dangereux et pas du tout un facteur de déblocage, malheureusement, d'ailleurs, de la situation. Cher Pierre Le Vigan, au moment des Gilets jaunes, on a su que les Black Blocs et les casseurs, les antifas, enfin tous ceux qui étaient là pour foutre la merde, si j'ose dire, étaient plus ou moins instrumentalisés par le pouvoir et par Macron pour justement se légitimer. Plus on cassait, plus on était contre les forces de l'ordre, etc., plus on était considérés comme des délinquants. Bien entendu, l'extrême gauche, l'extrême gauche, ce sont les alliés utiles du capital, de même que les écologistes français sont les idiots utiles du capital américain, puisqu'en fait, ils militent pour la désindustrialisation de l'Europe et donc pour la domination économique des États-Unis sur l'Europe et sur la France en particulier. Donc il faut être extrêmement lucide à ce propos. Voilà, ça c'est une chose très importante, sachant qu'il y a d'autres mouvements dont on aurait pu parler, c'est par exemple le mouvement des gueux qui me paraît peut-être plus spontané. Oui, alors... donc, je répète un peu ma question parce que je sais qu'elle est difficile et que si on n'est pas militant et si on ne s'inscrit pas dans une logique militante, politique, etc., c'est difficile d'y répondre. Mais c'est vrai que ça va être difficile de défendre les avantages sociaux, les réformes sociales allant dans un sens plus social et pas plus libéral, et en même temps de critiquer le mouvement qui va précisément être celui qui va les contester. C'est la France insoumise. Donc, est-ce qu'à votre avis, il est possible qu'au lendemain de la manifestation, où de toute évidence la France insoumise aura un rôle très important à jouer, d'autres partis politiques, je pense notamment au Rassemblement national, mais pas seulement, pourront jouer cette carte de la troisième voie, c'est-à-dire d'une voie à la fois nationale et sociale, consistant à critiquer le capitalisme libéral dans son fond et à défendre des avantages sociaux qui sont chèrement acquis depuis longtemps, ou est-ce que vous croyez que ça va être une forme de neutralisation qui risque de s'opérer et que la France insoumise va préempter et continuer de préempter ces questions-là? Je crois que vous pointez tout à fait l'impasse dans laquelle on est. Si vous reprenez le pourcentage de soutien au mouvement, on arrive à peu près à 70. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que tous les mouvements sociaux, réforme des retraites, révolte des paysans, bonnet rouge, gilets jaunes, on arrive toujours à ce chiffre un peu critique de 70% de soutien, 70% du soutien qui a entre guillemets la France périphérique que vous avez mentionné, Pierre Le Vigan. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pointez du doigt à quel point le mouvement est métropolitain, à quel point il est déjà dans une forme de cassure déjà entre cette France périphérique et les métropoles, si bien analysées par Christophe Guilluy. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on revient même sur ce chiffre des 60%. À mon avis, la cassure originelle entre le peuple et les élites, si je puis dire, c'est le vote de 2005 sur le traité constitutionnel européen. À l'époque, si 70% des métropoles votent pour le traité constitutionnel, vous retrouvez dans les zones périphériques post-industrielles déjà, comme le nord de la France, déjà un vote à 70% contre. Donc, comme vous le dites... Oui, alors que sur le plan national, ça fait 55%. Exactement. Là, on a des scores avoisinant les 70%. Donc, comme vous le dites très bien, la contestation populaire a cette masse critique, mais on arrive dans une situation, je mentionnais le 19e siècle au début de notre entretien, où on a un bloc central
réduit à part congrue, mais comme on le sait très bien avec notre cher ami royaliste, la République gouverne mal mais se dévend très bien, et on voit aujourd'hui qu'elle arrive à se maintenir. On voit d'ailleurs ces partis fantômes que sont les LR et le PS se maintenir grâce aux réseaux, surtout les bases, on va dire, régionales, où ils ont la main sur les conseils régionaux. Donc oui, vous avez raison, je réponds malheureusement pas à votre question, mais parce que c'est difficile d'y répondre. On a cette impasse, exactement. Mais on peut pas ne pas répondre ça. Mais il faut, à mon avis, tout de même soutenir ces mouvements, car dans leur élan, j'ai envie de dire, premier, pur, ils sont tout à fait légitimes. Ils sont une énergie, en tout cas, qu'il faudra, à mon avis, sur laquelle il faudra capitaliser dans les années à venir pour renverser cette caste, ce bloc bourgeois, bloc central, gouvernement central, appelez-le comme vous le voulez. Mais oui, on arrive dans cette impasse qui est, comme vous l'avez dit aussi, assez inextricable pour le coup. Alors, il y a une partie de la droite antilibérale qui va probablement, effectivement, au lendemain du 10, créer les conditions de démonopolisation de la question sociale par Mélenchon. Mais ces questions liées probablement au Rassemblement national, je crois que c'est pas faire injure à un militant royaliste que de pouvoir citer le Rassemblement national comme étant un mouvement qui revendique, qui un certain mouvement social et national, bien que Marine Le Pen est en train d'évoluer sur toutes ces questions-là et qu'on ne sait plus très bien où elle en est sur la question sociale. Enfin ça, il faudrait y revenir. Mais est-ce que vous croyez qu'on peut légitimement le mercredi 10, lorsqu'on va allumer nos télés, qu'on va voir les manifestations de la France insoumise avec Mélenchon et tous les autres, est-ce que les gens de droite et de droite même antilibérale vont pas avoir le réflexe de regarder la télé en se disant « Oh là là, les gauchistes encore foutent la merde, c'est vraiment dégueulasse, c'est ignoble, on peut pas être pour ces gens-là » et puis à ce moment-là, brade complètement les questions sociales qui sont légitimes et qui sont préemptées par la France insoumise. Alors je pense qu'il faut déplacer un peu le débat ou les débats. Parce qu'en fait, par exemple, moi je pense qu'il est très intéressant de lutter, de militer contre la désindustrialisation. Il y a aujourd'hui ArcelorMittal qui va perdre 630 emplois. Il y a d'autres entreprises qui sont en train de fermer, qui passent sous pavillon états-unien, etc. Et je pense que justement la logique de Mélenchon est une logique qui a oublié un petit peu la double question ouvrière et la question rurale et paysanne. Et en fait, pourquoi ? Parce que Mélenchon, c'est le parti de la métropolisation, quelque part. C'est une gauche intellectuelle. Moi, j'ai trouvé très intéressant l'étude de la Fondation Jaurès qui est sortie il y a quelques jours, qui montre bien que cette révolte est une révolte qui, de plus en plus, est récupérée par le côté métropolitain. Pourtant, la base est rurale, périphérique. On a effectivement des points communs avec les Gilets jaunes. Et je pense que justement, il ne faut pas se laisser avoir par ce piège et par ce dilemme. Il faut véritablement recentrer les choses et dire que l'ennemi, d'une certaine manière, c'est la métropolisation. L'ennemi, c'est la mondialisation. L'ennemi, c'est la néo-nomadisation. Et là, on peut, au contraire, attirer un certain nombre de gens qui pourraient être attirés par la gauche, etc., si on reprend les bases, je dirais, d'un socialisme français, je dirais, tel qu'il a pu être développé par une part de la droite, y compris le marquis de la Tour du Pin dont on a parlé la dernière, et qui a sans doute, qui mériterait justement d'être relu en ce moment très particulier. Il ne faut pas laisser... Georges Valois, par exemple, oui, par exemple, plus tard. Il ne faut pas laisser tomber la question sociale, loin de là. Il faut juste, j'allais dire, la renationaliser au sens fort du terme. Oui, d'ailleurs, je reprends à la volée, c'est vraiment cette notion, ça vous parlera aussi d'un protectionnisme intégral, parce que nous, normalement, en tant, j'ai envie de dire, de nationaux-populistes, enfin, en tout cas, je me mets dedans, vous, bien évidemment, je vais pas... Pas de récup. Voilà, exactement. Mais comme vous l'avez très bien dit, il faut avoir à la fois un discours protectionnisme sur le côté industriel, contre les délocalisations, contre les OPA, exactement, et contre la prédation américaine, et même chinoise aussi, qu'il faut de plus en plus aussi, dont il faut se méfier, mais aussi avoir ce discours global, d'avoir un protectionnisme aussi de notre peuple. C'est avoir à la fois la cheville ouvrière, mais aussi la cheville identitaire, si je puis dire. Et d'ailleurs, normalement, on devrait attaquer la gauche sur son angle mort, parce que s'ils peuvent être sur un côté un peu protectionniste, même si c'est toujours un protectionniste un peu gnangnan, celui par exemple de Ruffin, on voit que sur la question identitaire, sur la question de la conservation du peuple ethnoculturel, ou en tout cas historique, ils sont absents, ils sont aux abonnés
absent, et ils ont la porte grande ouverte, comme disait Pierre Le Vigan. Donc normalement, on devrait avoir un boulevard pour pouvoir, professer une doctrine de protectionnisme intégral, pour reprendre la formule de Maurras qui parlait, lui, de nationalisme intégral. Donc là, on avait, à mon avis, tout à fait le vent de l'histoire dans les voiles, et j'ai même envie de dire que, en plus, du côté outre-Atlantique avec Trump, bien évidemment, on peut avoir beaucoup de recul vis-à-vis, mais il augure un peu une révolution conservatrice, illibérale. Et là, normalement, ça doit aussi nous parler. Et d'ailleurs, peut-être pour finir mon développement, mentionnons aussi que la coordination rurale a fait un appel, il me semble, à monter peut-être sur Bruxelles, parce qu'on a eu le Mercosur aujourd'hui qui a été validé aussi du côté européen. Donc ça reprend la question agricole que vous mentionnez. Rappelons que la circulation des capitaux, des marchandises, des hommes et des services, ça c'est le programme national social tel qu'il a été édicté par une partie de cette droite anticonformiste ces dernières décennies, mais dans une des circulations où là ça ne circule plus du tout, dans la France insoumise, c'est la circulation des hommes. Ils sont pour la circulation des hommes et donc aussi pour la circulation des biens d'une certaine façon, parce que l'un est inévitablement lié à l'autre. Il est frappant de voir que dans ce que l'on commence à lire à propos de ce mouvement du 10 septembre par les gens qui le soutiennent, parfois pas très à l'aise, comme la CGT, qui est un petit peu mal à l'aise. Vous pouvez lire sur le site de l'Humanité aujourd'hui un entretien qui soutenait le mouvement, mais tout en étant visiblement un petit peu en retrait. Ce qui est absolument frappant, c'est qu'en aucune façon, l'Union européenne et sa fonction, finalement, qui n'est pas d'européaniser les problèmes, mais qui est de mondialiser les solutions, eh bien, l'Union européenne n'est absolument pas mise en cause. On nous parle de stop au budget Bayrou, mais en fait, honnêtement, qui en France attache de l'importance au départ ou au non-départ de Bayrou, le grand méchant mou? Mais honnêtement, tout le monde se contrefiche du nom du Premier ministre. On sait très bien que de toute façon, c'est Macron qui est au pouvoir. Vraiment, ce qui est important, c'est de mettre en cause le libéralisme partagé par une partie des élites françaises et par l'Union européenne. La congruence entre Macron et Ursula von der Leyen. Donc vraiment, le fait qu'aucun slogan ne mettent en cause l'Union européenne, le fait donc que la question de la souveraineté fasse l'objet d'une totale impasse, ça me paraît quand même extrêmement inquiétant. Sachant que pour ma part, je ne distingue pas, moi je suis souverainiste français, mais je suis aussi souverainiste européen. Je considère que ce sont deux niveaux d'articulation, mais je n'oppose pas l'un à l'autre. Je considère que, au fond, plus la France sera souveraine, plus l'Europe pourra être souveraine. En fait, vous êtes favorable au principe de subsidiarité en ne niant pas l'aspect de l'État national. Tout à fait. Comme un des échelons. Tout à fait. Un des échelons. Tout à fait. Alors, nous passons un bobino et on se retrouve tout de suite après. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Voilà, on se retrouve donc dans cette émission avec Jean-Philippe Chauvin, Pierre Le Vigan et Rodolphe Carte pour parler de la manifestation du 10 la semaine prochaine. Et nous parlons évidemment des questions liées au domaine social et de la récupération par la France insoumise, mais aussi de la nécessité de revitaliser la question sociale pour ne pas laisser ce monopole de la question sociale à la gauche, aux gauchistes et à la France insoumise. Jean-Philippe Chauvin, les 3 points que j'avais mentionnés tout à l'heure, j'en reprends le premier, puis nous passerons après au deuxième et au troisième. Est-ce qu'à votre avis, dans les 3 points, notamment les super riches, qui vont être soit exonérés, soit au contraire... Bon, on ne sait pas très bien ce qui va se passer, mais Macron voudrait a priori donner une nouvelle fois une possibilité aux super riches d'avoir le plus de liberté possible avec les capitaux qui sont les leurs, en pouvant les mondialiser éventuellement. Est-ce que c'est un des points qui va être mis en lumière par les manifestants et au lendemain
de cette manifestation par ceux qui ne veulent pas être récupérés par la France insoumise, qui diront non, on ne veut pas de la logique macronienne et du capitalisme consistant à avantager les super riches et à laisser toujours plus les pauvres et les gens qui sont démunis dans la misère sociale. Alors je pense que de toute façon, il y a une idéologie qui dépasse largement Macron et qui est une idéologie libérale de la société de consommation ou de consommation d'une certaine manière. Et je pense qu'il y a une critique qui peut être faite là-dessus. Parce que on oublie que c'est celle-ci qui nourrit les oligarchies aujourd'hui et cette oligarchie européiste, mondialiste, etc., elle a tout intérêt à faire en sorte que la société de consommation perdure. Ne serait-ce que parce que quand on est consommateur, d'une certaine manière, on n'est pas contestataire. Et on le voit bien aujourd'hui. Ce qui est assez récent, c'est qu'à la base du mouvement, il y avait l'idée de ne pas consommer. Or, en définitive, on se rend compte que cette idée a été très largement oubliée ou abandonnée par LFI. Or, pour ce qui est de mon cas, je pense qu'il y a une critique qui doit aller beaucoup plus loin, comme je le dis, que l'idéologie libérale. C'est la société de consommation, c'est ce que j'appelle aussi le franklinisme, le temps c'est de l'argent, qu'il s'agit de contester. Mais on ne pourra contester que si justement on s'appuie aussi sur des bases solides. Et les nations, les traditions, les régions peuvent être des bases solides d'une contestation, d'une nouvelle forme de convivialité, de nouvelles agoras, etc., etc. Et je pense que là, la gauche est un peu coincée parce que justement, comme elle est très urbaine dans cette révolte-là, comme elle est très métropolitaine, etc., elle veut bien parler, je dirais, d'écologie et de manger du quinoa, mais elle n'est pas prête à cette remise en cause de la société de consommation elle-même et du franklinisme, puisque leur débat porte toujours autour du pouvoir d'achat, mais d'une manière, je dirais, un peu excessive. C'est-à-dire qu'on oublie que pour qu'il y ait pouvoir d'achat des travailleurs, encore faut-il que les travailleurs puissent avoir du travail. Et je pense qu'en définitive, il faut qu'on renverse la perspective. Alors, deuxième justement question sur le travail lui-même. Le jour férié, on nous dit qu'il va y avoir 2 jours fériés en moins, mais qu'on va être payé exactement la même chose avec 2 jours en moins, c'est-à-dire non pas la rhétorique Sarkozy consistant à dire travailler plus pour gagner plus, mais au contraire de travailler plus pour gagner ou pas plus. Voilà, c'est une erreur. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir continuer dans une logique de travail. En plus, on imagine que c'est un premier jet et que d'autres jets vont être a priori expérimentés par Macron et par ses équipes. Donc, cette logique consistant à vouloir de plus en plus travailler dans un monde déshumanisé où le marketing est totalitaire, où le management est épouvantable, où la plupart des gens qui travaillent dans des circuits courts et même dans des petites entreprises, des moyennes entreprises ou des très grandes entreprises, bref, dans une société où le travail ne rend pas libre, est-ce qu'on a la possibilité encore aujourd'hui de pouvoir dire oui à un travail qualifié, à un travail enraciné, à un travail responsabilisant qui permette à l'individu de s'enraciner dans des communautés de travail, etc., solidairement avec les personnes avec qui il travaille, mais non à cette logique mécaniciste, travailliste, productiviste, consistant toujours à gagner plus ou à travailler moins, mais en gagnant autant. Alors je pense que de toute façon, la grande erreur justement de Bayrou, c'est de dire que 2 jours fériés allaient disparaître, le 8 mai et le lundi de Pâques, etc. Parce que ça veut dire qu'en définitive, on fait travailler les gens, on dit il faut accentuer sur le travail, mais on les paye moins d'une certaine manière. C'est une erreur. Il faut valoriser le travail. Il faut mettre en avant le travail. Peut-être pas forcément de la manière dont on le voit aujourd'hui, etc. Ou peut-être le métier. Ou le métier, voilà, le métier, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a un gros problème. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas aller travailler ? Ils n'aiment pas aller travailler parce qu'on a tout fait pour qu'il n'y ait plus de sens au travail. Moi, je fais partie au contraire, de ces professeurs qui sont très heureux de travailler. J'atteins presque l'âge de la retraite et je ne pense qu'à une chose, c'est de ne pas l'apprendre. C'est-à-dire que je suis heureux dans mon travail, je me suis approprié mon métier et je veux le faire le mieux et le plus possible. Or, mais ça n'est pas parce que vous l'aimez, ce travail, vous, personnellement, voilà. Jean-Philippe Chohin, que vous comprendrez
des logiques d'injustice, de misère et d'exclusion de la part d'autres personnes que vous, qui eux travaillent dans des conditions très difficiles. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'au lieu de faire en sorte que le travail soit un véritable épanouissement, dans beaucoup de cas, le vrai problème aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens disent qu'ils ne veulent pas travailler plus, c'est tout parce qu'ils sont malheureux au travail et qu'on a fait un travail déshumanisé. C'est un travail déshumanisé qui n'a plus rien à voir avec le métier, avec l'œuvre, avec l'ouvrage. C'est un métier c'est un travail qui n'a pas de sens. Et à partir du moment où on a dévitalisé le travail pour n'en faire qu'un élément de reproduction sociale, etc., ou de reproduction financière ou monétaire, eh bien évidemment, on fait en sorte que les gens ne pensent qu'à une chose, c'est partir de ce qui est pour eux une sorte de souricière. Et d'aliénation même, on pourrait dire. Pierre Le Vigan. Oui, donc dans cette mesure, alors, l'aspect, la suppression des 2 jours fériés est l'élément en quelque sorte le plus symbolique que beaucoup de gens ont retenu. Et c'est vrai que le symbole est fort, puisqu'en fait ça consiste quand même à demander aux gens 2 jours de travail gratuits, puisque ces jours fériés sont supprimés, que les gens ne seront pas payés plus. Donc c'est pas d'ailleurs du tout la même chose que si on avait dit on peut proposer à des gens de travailler ces jours-ci, mais bien entendu, ils seront payés et en plus en heures supplémentaires. Ça aurait été une autre logique. Je ne suis pas pour que les gens fassent 60 heures par semaine parce qu'ils n'arrivent pas à vivre en faisant 40 ou en faisant 35. Mais je sais que c'est un certain nombre de gens, parce qu'ils aiment leur métier, peuvent avoir envie de faire beaucoup d'heures. Et pour le coup, il n'est pas complètement absurde de les autoriser à aller dans cette voie. Oui. Mais ce qui est très important aussi, c'est qu'il faut bien voir une chose, c'est que toutes ces mesures ne pèsent que sur les salariés. Alors qu'il y a en France plus de 6 millions de chômeurs, ce qui correspond à plus de 7% de la population active, que ce taux est de 12%, donc presque le double chez les immigrés. Donc il y a toute une série de gens qui ne sont absolument pas touchés par aucune des mesures du gouvernement Bayrou-Macron, et finalement ces gens-là, on ne leur demande pas d'effort, et ce sont déjà des gens qui ont été très favorisés par la suppression de la taxe d'habitation, puisqu'il y a quand même des millions de gens en France qui ne payaient qu'un impôt, qui était la taxe d'habitation, qui quand même correspond normalement à la contrepartie à l'usage de toute une série de services publics, cantines quasi gratuites, etc., sorties scolaires, etc. Et ces gens-là, donc, ne payent plus d'impôts. Donc, il y a un certain nombre de gens dans la société qui ne sont que des ayants droit. Et plus ils sont en position d'ayant droit, plus ils en redemandent. Vous savez, c'est un peu la logique de toujours plus, quoi. Ouais. Vous donnez la main et ils demandent le bras. Et donc ça, c'est extrêmement malsain, parce que c'est le contraire, comme le disait Jean-Philippe Chauvin, de la revalorisation du travail. Si on respecte les travailleurs, on ne leur demande pas de travailler gratuitement 2 jours. C'est ce qu'on appelait en URSS les samedis communistes. D'autant que la moyenne des jours fériés en France est plutôt légèrement en dessous de la moyenne européenne. Et si par contre on enlève ces 2 jours, on sera vraiment très en dessous. On sera dans le décile en Europe le plus défavorable, le moins pourvu en jours fériés. Donc c'est une mesure qui certes est symbolique. Bien entendu qu'il y avait d'autres choses dans les mesures prévues par Bayrou. Il y avait notamment la fameuse année blanche, consistant à faire comme s'il n'y avait pas d'inflation et à ne pas revaloriser les retraites, etc. Et puis la stigmatisation des retraités, alors qu'un retraité sur 2 a une retraite inférieure à 1800 €. Donc concrètement, c'est pas des gens qui vivent très riches, sachant qu'un immigré qui n'a jamais travaillé à la retraite de base de 1100 €, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui, après 4 décennies de travail, parfois après 42 ans, 43 ans parfois de travail, ne gagnent par rapport au minimum que 600 ou 700 € de plus. Ils gagnent 1800 au lieu de 1100. C'est pas cher payé pour 42 années de travail et de cotisation. Donc ça, c'est le vrai problème. Et si on veut revaloriser le travail, non pas pour tomber dans le productivisme, mais pour effectivement valoriser, disons, le travail, c'est une forme de participation à la reproduction de la société. Et puis, il y a de beaux métiers, heureusement. Puis, il y a toutes sortes de beaux métiers. Même boulanger, ça peut être un beau métier. Il y a plein de... Et Dieu sait, même si c'est un beau métier. Si on veut revaloriser le travail, il ne faut pas que quand on demande des efforts, les salariés précisément, ou les indépendants d'ailleurs, soient les seuls mis à contribution. Voilà, parce qu'en France, l'immigration... on sait très bien qu'elle a 2 fonctions. L'une, c'est de faire baisser le coût du travail pour les immigrés qui travaillent. Il faut quand même bien distinguer le cas des immigrés qui travaillent et donc ne profitent pas, ne sont pas des profiteurs. Ça ne veut pas dire pour autant que ça a été
intelligent de les faire venir en masse. Mais pour le coup, on ne peut pas nier que... Ils contribuent à la vie sociale du pays. Qu'ils contribuent à la production, qu'ensuite ils bénéficient comme tout le monde de la sécurité sociale, ce qui est tout à fait normal. Mais il y a aussi une autre raison de la venue des immigrés, c'est faire fonctionner la consommation de produits bas de gamme, c'est faire fonctionner la consommation des hypermarchés, c'est-à-dire c'est manger du poulet ukrainien bas de gamme nettoyé à l'eau de Javel. C'est aussi ça l'une des fonctions de l'immigration de masse. C'est en fait sauver un capitalisme qui est devenu entièrement parasitaire et improductif en faisant consommer de la malbouffe. C'est aussi ça. Et en solvabilisant ces populations par des aides sociales. Payées par qui ? Par les travailleurs salariés ou indépendants ou, bien entendu, travailleurs du monde rural, agricole. Alors, Jean-Philippe Chauvin, nous disiez tout à l'heure que vous aimiez votre travail, que vous ne vouliez pas prendre votre retraite et que si vous la prenez, vous la prendrez forcément, vous le regretterez de travailler comme vous travaillez aujourd'hui, mais vous êtes effectivement probablement minoritaire et vous savez vous-même que parmi vos collègues, j'imagine, tout le monde n'est peut-être pas dans ce même rapport au travail. Cela dit, dans la question des retraites et qui fait un débat à droite justement, où on n'y comprend plus rien, la retraite à 60 ans, à 62 ou à 64. Alors Macron nous fait passer apparemment à 64, Marine Le Pen qui était favorable à 60 est favorable à 62, et la France Insoumise est favorable à 60. Simplement, Marine Le Pen est favorable au 62, à la retraite à 62 ans, mais avec 40 annuités, ce qui n'est pas anormal, ce qui n'est pas injuste, me semble-t-il. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat autour des retraites et qu'est-ce que vous pensez dans le logiciel de Macron, ce qu'il peut faire, ce qu'il a fait, et ce qui, malheureusement, risque de faire encore dans les jours et les semaines qui viennent. Je pense que l'idée d'une retraite uniforme pour tout le monde, c'est une grosse erreur. Pourquoi ? Parce qu'il y a des métiers où, à 55 ans, ou même avant, on a des maladies squeletto-musculaires, on est brisé. Hein ? Moi, je vois tous les matins, à 6h30 du matin, 7h du matin, dans mon petit café, je vois des gens qui embauchent, quel que soit le temps. Je considère que ces gens-là qui ont commencé à travailler parfois très jeunes, dans des conditions rudes, doivent pouvoir partir, on va dire, vers 60 ans. Et ça ne me choque pas, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé. Loin de là, au contraire. Moi, je suis, par exemple, si je prends la carte d'un professeur, dans un bon établissement, malheureusement, beaucoup d'établissements n'ont pas cette chance-là aujourd'hui, eh bien, on est protégé des intempéries, on a un public qui nous écoute, on a une qualité de travail qui peut nous permettre de peut-être travailler un petit peu plus longtemps. Hein, mais selon éventuellement notre desiderata, bien évidemment. Je pense qu'il faut la retraite ne doit pas dépendre, je dirais, ne doit pas être unique pour tout le monde, elle doit dépendre des conditions de travail, de la fonction qu'il y avait dans la société. N'oublions pas une chose. Et au jour d'aujourd'hui, sur l'uniformité de la retraite des 64, 62, 60, qu'est-ce qui vous paraît le moins pire, si j'ose dire? Qu'est-ce qui vous iriez plutôt, vous, sur une retraite plutôt à 60, comme le demande la France Insoumise C'est pour ça que je suis un peu, je ne souhaite pas répondre sur l'unique, sur l'uniforme. J'ai compris, mais si j'avais à répondre sur l'uniforme, voilà. Ça ne serait pas 64-65. Ça ne serait pas 64-65, ça serait plutôt aux alentours de 60-62. Mais c'est pour ça que je pense que c'est une impasse, ce genre de réponse et ce genre de dilemme. Et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, penser les retraites en fonction des professions. Je vous rappelle une chose, c'est que l'espérance de vie en bonne santé des travailleurs du bâtiment, elle est inférieure de plus de 10 ans à l'espérance de vie en bonne santé, et même de l'espérance de vie tout court d'un professeur. Il y a quand même un quart des travailleurs, on va dire, de force, qui vont décéder avant 65 ans, même peut-être un peu plus. Donc je pense qu'il faut qu'on en tienne compte. Il n'y a pas d'égalité dans le travail et il faut rétablir une forme d'inégalité protectrice selon les métiers pour justement... Selon Charles Maurras. Voilà, mais c'est ces inégalités protectrices qui sont les garants d'une vraie justice sociale. Alors vous, Pierre Le Vigan, et après Rodolphe Carte sur cette même question des retraites. Je serais largement d'accord avec ce qu'a dit mon voisin Jean-Philippe Chauvin. Ça me paraît
Ça me paraît bien vu, bien pensé, ça me paraît du vrai humanisme, hein, pour le coup. Je ferai une remarque un peu générale sur finalement la question du financement des retraites. Il y a en fait 2 paramètres. On en cite en général un seul. On cite le rapport entre le nombre d'actifs et le nombre d'inactifs. Évidemment, on constate que depuis quelques décennies, eh bien, il y a de moins en moins d'actifs pour financer de plus en plus d'inactifs. Alors on se dit, ah oui, la conséquence, c'est que soit il faut augmenter sans cesse considérablement les cotisations des actifs, soit il faut tout simplement qu'ils cotisent plus longtemps. Bon, alors il y a quand même une remarque essentielle, encore une fois, c'est le fait qu'il y a plus de 6 millions de chômeurs, et même avec le chômage camouflé, il y en a peut-être 8 millions, et que malgré tout, la mise au travail de ces gens-là résoudrait le problème sans qu'il y ait besoin de passer à 64 ans. En tout cas, sans que ça soit une obligation. Mais après, si certains veulent travailler jusqu'à 64 ans et même 70 ans, moi je pense que ça doit être une liberté. Mais il y a, de manière plus générale, il y a un deuxième paramètre qui permet ou pas de financer les retraites. C'est tout simplement, je l'avais évoqué il y a fort longtemps dans le magazine Flash, c'est tout simplement la productivité du travail. Qu'est-ce qui a permis, en fait, de financer des millions de retraités dans les années 50, 60, 70, eh bien, c'est la hausse considérable de la productivité du travail. Mais dans quel domaine la productivité du travail connaît-elle des progrès ? En fait, dans l'agriculture, et ça concerne peu de gens, puisque malheureusement, la France voit son nombre d'agriculteurs diminuer régulièrement, et dans l'industrie. Parce qu'évidemment, dans les services, dans un salon de coiffure, il n'y a pas d'augmentation de la productivité du travail. Dans les métiers improductifs, il n'y en a pas. Pour tous les gens qui travaillent comme conseillers financiers, la notion de productivité du travail ne veut rien dire. En fait, un financier d'affaires, c'est quelqu'un qui fait des coûts. Des coûts financiers, COUP. Bon, c'est typiquement ce qu'a fait Macron. Il y a aucune... C'est totalement improductif. Or, ce qui veut dire que la condition pour ne pas reculer indéfiniment l'âge de la retraite, c'est qu'il y ait une productivité du travail dans le seul domaine où la productivité du travail est possible, c'est-à-dire dans l'industrie. Donc la condition, c'est la réindustrialisation de la France. Hein ? Voilà. Autrement, effectivement, avec un PIB qui n'est que de 9% dans l'industrie, on se retrouvera, alors en Italie, je crois que c'est la retraite à 68, 69 ans, enfin, on se retrouvera avec la retraite à 72 ans. Et d'ailleurs, comme il y aura au moment de la retraite des incitations, fermes incitations à l'euthanasie, ça résoudra le problème. C'est ça l'objectif le projet de civilisation de Macron, c'est ça. L'euthanasie sociale. C'est ça, le micro-récit transhumaniste de Macron, c'est très exactement cela. Rodolphe Carr, très rapidement, parce qu'on a beaucoup de messages d'auditeurs, je voudrais que vous y répondiez. Sur la question des retraites. Pour moi, la question, j'ai même envie de dire la racine de la question des retraites, vous l'avez très bien dit Pierre, c'est vraiment la question de la balance des actifs et des inactifs qui s'est complètement renversée avec ce renversement de la pyramide des âges. Donc la question qui, survole toutes les autres, c'est celle aussi de la natalité. Je me souviens, c'était Laure Lavalette, la députée Rassemblement National, qui avait évoqué au moment de la réforme des retraites que vraiment le problème central, c'est la question de la natalité. Et la question de la natalité, notamment chez les jeunes autochtones, Pierre Le Vigan l'a esquissé rapidement, elle est obligatoirement lié à la question sociale. À l'époque, quand nos arrière-grands-parents avaient une fonction sociale, et là, c'est vous, Jean-Philippe, qui avez abordé la question, on avait une fonction dans la société. On était soldat, on était un ouvrier, on était un paysan. Aujourd'hui, avec cette multiplication des bullshit jobs de David Graeber, donc ces emplois, on va dire, du tertiaire, ces emplois de service qui nous ouvrent sur aucune considération intéressante et sur le sens de la vie, on voit que c'est toute une société, encore une fois, qui est en crise. Et comme par hasard, on voit qu'à chaque fois, la question identitaire, la question économique et la question centrale, celle de la natalité, de la continuation des générations, on retombe à chaque fois sur ce nœud qui est aussi encore assez inextricable pour le coup. Alors, beaucoup de questions et de remarques d'auditeurs, je vais les lire à queue leu. Vous y répondez si vous le souhaitez, mais alors de manière courte parce qu'il nous reste très peu de temps. Dans les années 80, je me souviens d'avoir participé à certaines grèves qui, avec le recul, me paraissent dérisoires. Mais entre la République et Nation, les manifestations étaient bon enfant. Même si je n'étais pas d'accord avec les vieux militants de la CGT, c'était la France frondeuse qui manifestait. Selon moi, cette période est terminée, le mélenchonisme a tout détruit.
Valoriser le travail, c'est honorer le travailleur. Mais comme nos politiciens n'ont jamais travaillé, que peuvent-ils y comprendre ? Vu les incendies industriels actuellement en cours en Ukraine, la contamination par les PCB dans les œufs et les poulets va être amusante. Parions que la hyène trouvera que ce sont de bons PCB. Alors, encore d'autres questions et d'autres remarques d'auditeurs. Ils arrivent nombreux ce soir sur cette question sociale de la manifestation de la semaine prochaine. Alors, un message qui nous dit « Vrai, j'ai commencé en 1980, fini en 2023, carrière longue, né en 1963, ma retraite est de 1 500 €, public, plus privé. » Plus privé. Plus privé. Ouais. Le management est tellement du style ressources humaines que Beyrouth peut parler du travail, cela est perçu comme le retour de la corvée. Ça va être le Beyrouth le 8. Oui, mais il a fait son propre malheur. Il n'avait pas de projet. Il n'avait pas de projet de civilisation. Il n'avait que des réponses à court terme sur le plan économique. Il n'a pas pensé, je dirais, l'économie au sens où on aurait pu la penser. Il y avait plein de choses à faire dès le mois de janvier. Il ne les a pas faites. Il a attendu que ça se passe en magouillant entre les uns et les autres. Il y a un moment, il faut quand même être clair, le pays légal n'a cherché qu'à sauver sa peau dans cette histoire. Du coup, il s'est servi sur la bête. Il faut quand même le dire, depuis des décennies, le pays légal, le pays qui nous tient, la République qui nous tient, elle se sert sur la bête, le pays réel quand même. Depuis les années 80, quand j'étais jeune, dans les années 80, j'avais une vingtaine d'années, dans mon village, j'avais une poste, j'avais des boulangeries, au pluriel, j'avais des boucheries, on n'a plus rien. Les écoles ont disparu, les écoles ont fermé. Les services publics sont cassés. Et il y a quand même quelque chose. On n'arrête pas de dépenser et l'argent, on n'arrête pas de payer et l'argent semble avoir disparu. Alors je poursuis les interventions en direct. Bonsoir à tous. Une question indiscrète. Votre invité professeur enseigne-t-il dans un cadre privilégié comme Madame Macron, qui adorait son métier à Franklin, Saint-Louis de Gonzague? Belle émission. Alors j'ai travaillé pendant 9 ans au Mureau, dans les zones rudes, et c'était un choix d'y rester aussi longtemps, parce que beaucoup ne restent pas très longtemps là. Mais désormais, c'est vrai que depuis plus de 20 ans, je suis dans d'autres extrêmes, dans un cadre plus privilégié. C'est certain. Bonsoir, vous semblez vouloir conserver des acquis sociaux, mais sans distinguer ceux qui coulent de notre économie. Les 35 heures, les jours de RTT, bref, difficile de se différencier, en effet, du RN, mais aussi de LFI. Vous avez la réponse à votre question, la droite courtoise ne sera pas dans la rue prochainement, sauf si le 8 septembre, nous avons un Premier ministre de gauche. Bonne soirée, amitié. Est-ce qu'on peut répondre là-dessus très rapidement ? Une fois de plus, peut-être faudrait-il éviter de faire advenir ces oppositions horizontales, parce que comme l'a très bien dit Jean-Philippe, aujourd'hui, et c'est une notion marxiste, faisons un petit impair si vous me le permettez, on a une classe dirigeante comprador, c'est-à-dire qui est au service d'intérêts étrangers, et même je pourrais citer par exemple les commissions d'enquête où Arnaud Montebourg égrène le nom des industries qu'on a perdues, Péchinet, Arcelor, et à chaque fois on a des élites bien de chez nous qui ont vendu les fleurons, qui ont vendu nos biens, des choses qui nous appartenaient, nos autoroutes. On pourrait aussi mentionner Monsieur de Villepin aussi, par exemple, là-dessus. Autre remarque, petit fonctionnaire C en préfecture, j'étais content de partir en 2023 à 60 ans, car j'étais standardiste et on faisait barrage aux usagers qui voulaient un service de la préfecture. Les étrangers pour leur titre de séjour et on était insultés, les standardistes tous les jours. Bon, aucun intérêt, ce travail inintéressant, bien courtoisement. Merci pour votre émission. Hypothèse, si Macron appelle le 9 septembre Mélenchon à LFI pour devenir Premier ministre, bien courtoisement. Bon, est-ce que ça paraît d'être une fiction, hein ? A priori, non. Non, on ne risque pas ce danger. Mais ce qui est quand même d'autres dangers, peut-être. Ce qui est quand même inquiétant, c'est qu'on voit que le pays légal, qui est peut-être le pays central et mondial aujourd'hui d'une certaine manière, le bloc central, ne cesse aujourd'hui de revendiquer les premières places. Le Parti socialiste, qui n'a eu des élus que parce que M. Mélenchon le lui avait accordé quelque part, eh bien réclame la première place pour faire une politique qui ne serait pas si différente des uns et des autres, si ce n'est que ça serait encore une politique de la dépense. Moi, ce qui me frappe, c'est justement l'absence de création, l'absence de motivation. Nous avons la matière grise la plus importante du monde. La France est un pays de matière grise. Où part-elle ? On ne la valorise pas. C'est aussi ça le problème.
Il nous reste quelques minutes pour terminer cette émission. Je vais vous demander à chacun de pouvoir faire une conclusion. En quelques secondes, Jean-Philippe Chauvin, qu'est-ce que vous attendez de la manifestation de la semaine prochaine et de ses répercussions? Est-ce que vous croyez qu'il y a encore des espérances possibles sur le plan social et national pour redresser notre pays? Je dirais que les causes et les raisons du 10 septembre sont tout à fait valables, que les formes que cette contestation risque de prendre du fait de M. Mélenchon l'est beaucoup moins crédible. Et je pense qu'il faut aller plus loin et qu'il faut que le pays réel arrive à dépasser ce pays légal que M. Mélenchon essaye de mettre en place ou de plaquer sur une révolte qui pourtant ne devrait pas lui appartenir. Pierre Le Vigan. Alors moi, je terminerai par une citation de Lénine. Une situation provocateur. Une situation devient révolutionnaire quand ceux d'en haut ne peuvent plus, quand ceux d'en bas ne veulent plus et quand ceux du milieu basculent du côté de ceux d'en bas. Ah, et très belle citation. Rodolphe Carte. Je vais reprendre conclusion. Lénine qui parlait de répétition générale à chaque fois de ces événements qui se perpétuent. Et c'est vrai que toutes ces révoltes qu'on a connues, Gilets jaunes, révolte des paysans, bonnet rouge, 2005, normalement nous donne à nous le sens de l'histoire, ou en tout cas vers où il faut aller. Et donc oui, il faut tout faire pour empêcher cette récupération de la gauche. Bon, on verra bien comment ça débouchera le 10, parce que là-dessus aussi, bien malin celui qui pourra le deviner. Alors, plusieurs essais et revues à signaler. D'abord, les vôtres. Pierre Le Vigan, je rappelle que vous avez donc publié Le Commun français aux éditions Perspectives Libres, mais également chez le même éditeur, Le Grand Empêchement quand le libéralisme entrave les peuples. Et puis vous venez de publier un ouvrage Plus moche la ville aux éditions de la Barque d'Or. C'est pas un ouvrage plus moche, c'est un ouvrage dont le titre est plus moche. Ah oui, non, là vous me charriez. Absolument. Jean-Philippe Chauvin, le nouveau numéro du Bien commun vient de paraître. Donc j'incite les auditeurs à se procurer le Bien commun, d'autant plus qu'il y a une chronique que vous avez publiée sur cette question du social et sur le rassemblement la semaine prochaine. La République bloquée par elle-même, c'est le titre de cet article. Rodolphe Carte, vous avez publié Georges Sorel, le révolutionnaire conservateur, aux éditions de la Nouvelle Librairie en 2023. Vous allez publier un livre sur Mélenchon d'ici un mois. Exactement. Aux éditions de la Nouvelle Librairie. Exactement. Je rappellerai également qu'un livre d'Édouard Berthe, Guerre des États ou Guerre des classes, préfacé par Alain de Benoît, vient de paraître aux éditions Crisis avec une préface d'Alain de Benoît, et qu'il y a également un numéro de Nouvelle École, la revue dirigée par Alain de Benoît, qui est paru il y a quelques mois, très intéressant sur Karl Marx, qui n'est pas un numéro marxiste, mais un numéro qui s'intéresse à la pensée de Marx et aux pensées au pluriel de Marx, qui donc intègre un article de Rodolphe Carte sur Sorel, et sur Marx, Sorel, le marxiste hétérodoxe, comme vous l'appelez le dépassement vous-même. Marxiste par Sorel. Oui. Ouais, le dépassement marxiste par Sorel. Et je signale d'ailleurs qu'est paru chez Crisis un autre livre de Georges Sorel, dont on avait parlé d'ailleurs antérieurement, qui sont les réflexions sur la violence. Et qui rentre en écho aussi avec les mouvements sociaux actuels. Voilà, exactement. Et dans ce même numéro de Nouvelle École, cher Pierre Le Vigan, vous avez publié un livre hors dossier sur le mythe du centaure et la 4e fonction. Un article, oui. Un article publié régulièrement dans Crisis et dans Nouvelle École, et là en l'occurrence c'est un article sur le mythe du centaure et la 4e fonction. Voilà, merci chers auditeurs, merci aux techniciens, à vous Rodolphe Carte, Pierre Le Vigan et Jean-Philippe Chauvin, et on se retrouve le mois prochain.